Et en fait, grâce à la présence des baleines, par exemple, dans l'écosystème marin, notamment parce qu'ils vont aussi être en Antarctique, dans les régions polaires et dans les régions subtropicales et tropicales pour la MISPA. Donc ça va permettre justement de protéger les autres espèces qui sont aux alentours. Parce que quand on sanctuarise un endroit, parce que c'est un endroit que les baleines fréquentent, ça permet justement de protéger toutes les espèces qui sont autour. Et c'est le cas de l'océan Indien, par exemple. Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes. Ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je vous propose de voyager à Sainte-Marie, une île à l'est de Madagascar, connue notamment pour la migration des baleines à bosse. J'ai eu la chance d'échanger sur les baleines avec Anzar Saloma, la vice-présidente de l'association Setamada. Si vous voulez en savoir plus sur les baleines et leur conservation, vous êtes au bon endroit. Setamada agit à Madagascar pour la préservation de l'écosystème marin en étudiant les baleines à bosse, en cadrant l'écotourisme sur place, mais également en développant de nombreux projets communautaires. Qu'est-ce qu'une baleine ? À quoi servent-elles ? Pourquoi les baleines viennent mettre bas à Sainte-Marie ? Quels sont les dangers qui les guettent ? Et comment les protéger ? Je laisse place à mon échange avec Anzar. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'être accueilli à Sainte-Marie par Anzar Saloma. Comment tu vas, Anzar ? Ça va très bien. On est dans un petit paradis. Tout va bien. On est clairement dans un petit paradis. Sainte-Marie, c'est une île à l'est de Madagascar, dans lequel on voit de nombreuses baleines et dans lequel on va du coup s'intéresser à ce sujet-là notamment, s'intéresser à Setamada, plus concrètement, vu que tu es la vice-présidente de Setamada, la responsable scientifique, mais bon, on en reparlera juste après vu que je vais te demander de te présenter, bien entendu. Anzar, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Oui, donc moi je suis une biologiste, une chercheuse. J'ai fait tout mon parcours de carrière de recherche avec Setamada. Donc j'ai 12 ans d'expérience maintenant dans la conservation de la mégafaune marine et spécialement en fait les baleines qui sont mes premiers amours, si je peux dire ça. J'étais étudiante à l'université d'Antananarive au tout début, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse avec l'université de Paris-Saclay en France à l'époque, qui était en co-tutelle avec l'université d'Antananarive, ce qui a permis en fait de faire cette carrière de recherche et de biologiste et plus spécifiquement cétologue, donc spécialiste des cétacés. Comment tu tombes tu dis que c'est tes premiers amours, les baleines, les cétacés. Oui. Comment tu tombes dedans ? Ah, c'était parce que moi en fait j'avais fait à l'université d'Antananarive, j'avais fait un parcours biologie et conservation animale. Donc à la base, j'avais une formation pour être biologiste mais plutôt sur le milieu terrestre, donc travailler sur les lémuriens, les reptiles qui sont les espèces emblématiques de Madagascar où c'est 90% sont endémiques et tout aussi intéressant.
Et j'avais postulé pour un stage, en fait, c'était il y a 10 ans, pour 2 semaines à Sainte-Marie pour découvrir les mammifères marins, notamment la baleine à bosse. Donc à l'époque, comme tout étudiant qui vient de la Grande Terre, je savais qu'il y avait des baleines, mais je savais pas du tout quelle espèce c'était. Je me dis, tiens, c'est intéressant. À la base, je voulais travailler sur les tortues marines parce que c'était les seules espèces que je connaissais. Et j'arrive sur cette île où en fait je connaissais pas du tout et où il y a une grande concentration de baleines justement. Donc moi, ma première sortie en mer, c'était mer d'huile, une baleine qui a joué autour du bateau et c'était la révélation. Je voulais travailler sur cette espèce-là. Et comment tu te retrouves, t'en as parlé un peu avant, mais donc l'envie d'aller travailler sur cette espèce et savoir sur quel sujet tu vas aller travailler et ensuite aller commencer cette étude-là qui semble immense et d'aller ensuite travailler sur cet amada. Ouais. Bah en fait à la base c'était pas rien de tout ça n'était prévu. Je suis arrivée donc il y avait énormément de données qui étaient en possession de cet amada à l'époque et moi j'allais faire justement mon master 2. Et j'ai eu voilà avec une collaboration avec cet amada, donc c'était mes premières études que j'avais réalisées à l'époque, c'était l'analyse des données du whale watching qui fait partie de la science participative et j'ai pu exploiter ces données-là dans le cadre de mon master. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé avec cet amada, à la base j'étais volontaire, après bénévole, j'étais chargée de communication, donc j'ai touché un peu à tout. J'ai fait la rencontre de plusieurs chercheurs internationaux en fait qui venaient ici à Sainte-Marie pour faire des recherches sur les baleines. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de ce que c'était en fait au niveau mondial et que c'est un patrimoine qui appartient à Madagascar parce qu'à partir du moment où elles viennent ici, en fait, elles sont sur nos côtes et après, il y a aussi, je me suis rendu compte aussi de tout l'impact socio-économique que ça engendrait en fait au niveau du pays à l'échelle régionale, hein, du coup. Et du coup, à partir de ça, en fait, j'ai pu me familiariser avec les méthodes de recherche scientifique. Et étant biologiste de base, je me suis lancée avec les chercheurs internationaux dans la recherche sur les mammifères marins, notamment la baleine à bosse. Ok. Et quelle étude t'as fait exactement? Qu'est-ce que t'as priorisé pour étudier ces baleines à bosse? Bah alors pour ma thèse en fait parce que là hein, quand on se spécialise sur quelque chose c'est à partir de la thèse où l'on se spécialise. Donc moi je me suis intéressée justement sur les études des interactions mer-baleineau étant donné que quand les baleines à bosse, hein, l'espèce qui est ici quand elles viennent à Sainte-Marie c'est pour s'accoupler et mettre bas et Sainte-Marie a la particularité justement d'avoir cette eau qui est propice justement à cette mise bas et pour quelle raison? Pour rester parce qu'en fait la profondeur de l'eau il y a pas de profondeur en fait, il y a 25 mètres en moyenne, il y a juste certains endroits où il y a 60 mètres mais en moyenne c'est 25 mètres donc c'est vraiment comme une piscine en fait pour ces baleines là et pour les petits qui viennent juste de naître et qui doivent encore maîtriser leur flottabilité, la respiration, enfin toutes ces choses là donc c'est l'endroit idéal pour élever un tout petit qui vient de naître. Et sur cette thèse qu'est-ce qui en ressort? Alors, c'était ma thèse en fait, elle était concentrée sur les comportements. Donc dans le comportement, quand on parle de mammifères marins, notamment de cétacés, c'est que il y a les comportements que on peut voir à la surface de l'eau, il y a les comportements sous l'eau et parmi les comportements sous l'eau, il y a aussi les échanges de vocalisation. Donc je me suis intéressée sur les échanges vocaux entre la mère et le petit. Et après aussi sur les comportements qui étaient visibles. Donc pour ça, on a utilisé plusieurs méthodes qui a permis en fait de décrire justement les échanges acoustiques, les vocalisations que produisaient les mères et les petits. Donc c'est une étude qui est assez pionnière en fait hein, dans la recherche sur les baleines à bosse, même si c'est une des espèces les plus étudiées au monde, hein, parce que ça fait 50 ans qu'on étudie les baleines à bosse, hein, leur vocalisation complexe et tout ça, mais l'intérêt sur les mers baleineaux, c'est assez récent. Et en fait, donc du coup, on a fait une première description des catalogues vocaux, en tout cas sur l'île Sainte-Marie, dans cette région où l'on travaille. Et après, on a aussi défini le positionnement du baleineau par rapport à sa mère, à combien de mètres de distance. Il va pas s'éloigner plus de 9 mètres de sa mère, par exemple. Il va toujours rester dans l'angle de vision de sa mère, donc à côté de l'œil, hein, qui est au niveau de la tête.
Et voilà, donc du coup, ça a permis après de continuer les études qu'on mène actuellement, notamment sur l'allaitement et qui est menée par un autre étudiant en thèse. Tu parlais de catalogues vocaux. Avant de parler plus concrètement de la baleine au global et de son rôle dans l'écosystème marin et dans l'écosystème vivant d'un point de vue global, sur cette partie, sur les enregistrements que tu as pu faire, les études, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que vous voulez ressortir de ces échanges-là vocaux? Alors, on est, comme j'ai dit, c'est une étude de base. Donc, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ça, je vais tout de suite le dire, hein, c'est de déjà définir si les sangs venaient vraiment du petit ou de la mère. Parce qu'en fait, pour faire cette étude, en fait, nous, on avait utilisé une balise qui s'appelle la coussonde, qu'on collait, en fait, c'était avec des systèmes de ventouses et qu'on le collait sur la mère ou sur le petit. Et en fait, cette balise-là enregistrait tout ce qu'il y avait aux alentours, que ce soit les mâles qui chantent, parce que c'est les mâles chantent chez la baleine à bosse, ou les femelles qui produisent des vocalisations. Ce qu'on a déjà constaté, en tout cas en analysant toutes les enregistrements, c'est que les femelles, enfin, il y avait plus de vocalisations qui étaient de basse fréquence. Voilà. Et après aussi, il y avait d'autres vocalisations qui étaient un peu plus hautes, qui pourraient être attribuées aux baleineaux. Donc là, nous, on a fait vraiment un descriptif global des sons sociaux qui sont produits. Après, la suite serait d'essayer de définir quel type de vocalisation correspond à quel comportement et raison pour laquelle, en fait, on a évolué en termes de matériel à utiliser. Donc actuellement, nous, on utilise des caméras avec les mêmes systèmes d'enregistrement acoustique pour pouvoir justement voir s'il y a des sons produits à tel type et attribués à tel type de comportement. Ok, donc en fait, l'analyse du coup des différents types de sons pour ensuite aller, comme tu dis, analyser les comportements au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des études. Exactement. Mais ça reste, quand on fait des recherches sur les mammifères marins, c'est assez compliqué, notamment les baleines à bosse, hein, qui est une espèce migratrice. Donc déjà, en fait, quand on fait de la recherche comme ça, donc on essaie un protocole de recherche, on n'est pas sûr si ça va marcher ou ça va pas marcher, et on fait un premier essai. Et si ça ne marche pas, il faut attendre l'année prochaine pour refaire le travail. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, hein. Nous avons commencé ça en 2013. Et moi, ma thèse, je l'ai commencée en 2015, donc 2 années après s'être bien assuré que la balise fonctionne et que il y a des enregistrements dedans et que l'on sache récupérer cette balise-là qui va partir avec la baleine. Et en fait, au bout de 2 ans de données collectées, là, on était sûr qu'on était au point et nous avons commencé le travail de thèse après. Et donc, quand tu vas analyser, t'analyses pendant la saison des baleines, du coup, à Sainte-Marie. Elle dure combien de temps? Alors, à Sainte-Marie, les baleines commencent à arriver vers mi-juin. Et elles rentrent à peu près vers fin septembre, début octobre. Elles vont repartir en Antarctique. Et sauf que nous, on s'est intéressé sur les mères baleineaux. Donc, les baleineaux commencent à naître vers mi-juillet. Donc nous, on travaille plus en fait le mois d'août où il y a un pic de naissance. Là, à chaque sortie en mer que on va faire, on va rencontrer au moins 2-3 couples mères baleineaux pendant 2 heures d'observation, par exemple. Sur les baleines de point de vue global, après on ira sur la spécificité des baleines à bosse. À quoi sert une baleine? Déjà, peut-être revenir sur la base. Qu'est-ce qu'une baleine? Voilà, une baleine. C'est très intéressant comme question, hein, parce que en fait, on ne se rend pas compte de la prouesse écologique et physiologique qu'ont fait ces animaux. En fait, parce que déjà, une baleine, c'était avant, il y a 50 millions d'années, une espèce qui était d'abord terrestre. Donc, ils ont fait une évolution de la terre à la mer. Donc, c'est ce qui est fantastique, hein, c'est que il y a eu toute une adaptation en fait pour s'adapter à la vie aquatique. Notamment les changements morphologiques qui ont fait que les poils sont tous partis pour assurer l'hydrodynamisme, l'adaptation au niveau des narines, hein, qui sont au-dessus de la tête pour qu'elles passent le moins de temps possible à la surface de l'eau en fait pour respirer. Parce que c'est des mammifères, donc du coup ils ont besoin de respirer. Une adaptation biologique aussi sur l'allaitement, parce que ce sont des mammifères, donc ils doivent allaiter leurs petits sous l'eau. Voilà, donc c'est un mammifère qui s'est adapté à une vie aquatique marine. Ok, ça paraît, on en apprend tous les jours sur ça, sur
le rôle de la baleine, plus concrètement, à quoi sert une baleine dans l'écosystème marin? Il y a une phrase que j'adore dire par rapport à ça, parce qu'une baleine, en fait, au fur et à mesure de la recherche, on s'est rendu compte que c'est une espèce parapluie. Donc, ça veut dire quoi? Alors, c'est une espèce qui va chapeauter en fait la conservation de plusieurs espèces. De plus récentes études en fait ont permis de voir, par exemple, que les baleines jouent un rôle primordial dans le maintien de l'océan. C'est-à-dire, pour être plus simple, c'est que grâce à eux, en fait, on peut maintenir les phytoplanctons, qui sont des petits organismes qui assurent la photosynthèse et qui vont produire en fait l'oxygène qu'on respire, tout en sachant que actuellement, on disait toujours que c'était la forêt qui produisait l'oxygène que l'on respire, ce qui n'est pas faux, mais on s'est rendu compte plus tard que 80% de l'oxygène qu'on respire, en fait, c'est l'océan qui le donne. Donc, et là, en fait, c'est là où la baleine, elle va jouer un rôle majeur, parce que de plus récentes études ont montré que les fesses de baleines, elles vont en fait fertiliser l'océan et vont du coup avoir un rôle important au niveau des phytoplanctons qui sont responsables de la photosynthèse et qui vont produire au niveau de l'oxygène. D'autres études plus récentes ont montré aussi que les carcasses, quand les baleines meurent, en fait, elles vont emmagasiner tout le CO2 qu'ils auront accumulé tout au long de leur existence et en fait leur carcasse, quand ça coule et que c'est au fond de l'eau, ça reste aussi c'est pour les autres micro-organismes, en fait, ils vont l'utiliser. Et en fait, grâce à la présence des baleines, par exemple, dans l'écosystème marin, notamment parce qu'ils vont aussi être en Antarctique, dans les régions polaires et dans les régions subtropicales et tropicales pour la MISPA. Donc ça va permettre justement de protéger les autres espèces qui sont aux alentours, parce que quand on sanctuarise un endroit, parce que c'est un endroit que les baleines fréquentent, ça permet justement de protéger toutes les espèces qui sont autour. Et c'est le cas de l'océan Indien, par exemple. Okay. Donc ça, quand tu dis sanctuariser, c'est l'homme qui sanctuarise et qui protège cet environnement pour faire en sorte, du coup, par voie de conséquence, d'aller protéger les autres espèces. Exactement, okay. Exactement, parce que en fait, dans l'historique des baleines, nous, l'être humain s'est édifié grâce aux baleines, parce que avant la découverte du pétrole, c'était toutes ces grandes villes, elles se sont édifiées grâce à la baleine. La chasse à la baleine était une industrie à part entière avant, et à partir des années 50, où l'on s'est rendu compte en fait que le stock était limité, donc on a commencé à créer en fait des institutions qui protégeaient, qui géraient les quotas, et après on a évolué, l'être humain, donc du coup la chasse a commencé à partir, donc on a commencé à préserver ces animaux-là, et donc ça a permis justement d'évoluer aussi dans le sens de la conservation, et on s'est rendu compte qu'il y a des endroits justement qui ont été sanctuarisés et qui sont des zones de naissance justement, de reproduction, où il y a l'espèce est donc vulnérable à une certaine période de sa vie, et c'est ce qui a permis, avec tous les efforts de conservation qui ont été réalisés au niveau mondial, et qui ont permis justement à certaines espèces de retrouver à peu près une taille de population qui sont énormes. Si on parle de la baleine à bosse, rien que dans l'hémisphère sud, on estime la population à 110 000 individus actuellement. Okay. On est encore très très loin du compte originel, mais en fait c'est en très bonne voie. La baleine se porte bien. Bon, après il y a quand même des menaces, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais en tout cas les efforts de conservation ont bien payé. Quand tu parlais du compte originel, ça, on se situe à on est loin à quel point de ce qui s'y passe avant la chasse, je dirais 13e, 14e. Ok. Et en termes de quantité de baleines, on a une notion Non, pas trop, parce que on s'est basé sur ce qui restait en fait quand on s'est rendu compte qu'il y en avait presque plus. Je peux par exemple prendre l'exemple d'ici à Sainte-Marie. C'était à l'époque, avant les années 50, c'était un endroit où les baleiniers venaient chasser, et il y a eu une publication scientifique justement qui a été faite dans les années 50 où un scientifique a alerté que il restait 1000 individus, selon les inventaires à l'époque, et que si la chasse n'arrêtait pas, voilà. Et en fait, c'était ce papier-là qui a permis l'arrêt de la chasse dans la zone, qui est une zone de reproduction où c'est tellement facile. Mais et en fait, depuis,
il y avait presque pas eu de baleines, il y avait très peu de gens aussi qui s'y intéressaient, hein. Et après, dans les années 90, on a commencé à sortir en mer. Il y a eu des recherches qui ont été réalisées, notamment un peu plus loin, au nord de l'île Sainte-Marie, dans la baie d'Antangile. Et après, le boom du whale watching dans les années 2000. Et voilà. Donc, on en est là maintenant. On connaît un peu plus sur l'espèce, sur la population, sur l'évolution. Sur les baleines à bosse, plus particulièrement, quelle différence entre les baleines à bosse, enfin, c'est un type de baleine bien entendu, quelles spécificités elles ont? Je pense que, alors la baleine à bosse, je pense que c'est une des espèces la plus côtière de toutes les grandes espèces de baleines. Et après il y a la baleine franche aussi qui est pareil, qui partage à peu près le même milieu, qui vont aller sur les côtes et tout ça. Mais la particularité de la baleine à bosse, c'est quand même leur comportement. Où on peut voir sauter à plusieurs reprises. On peut voir ça aussi chez certaines espèces, notamment les autres rorquals, les rorquals communs. Enfin, ils sautent, ils font tous des comportements hors de l'eau. Mais la baleine à bosse, c'est quand même celle qui est la plus spectaculaire. On peut observer une baleine sauter 50 fois d'affilée, voilà, chose qu'on verra pas forcément chez les autres espèces. Pour quelles raisons elles sautent? Pour quelles raisons? Tu disais tout à l'heure, elles se mettent du coup à la surface. C'est des mammifères, elles ont besoin de respirer. Mais pour quelles raisons elles font ces cabrioles? C'est ça, on peut vraiment appeler ça comme ça. En fait, c'est une espèce qui est très démonstrative déjà de base. Ça fait partie en fait de la parade nuptiale quand ils sont dans les zones de reproduction. Il y aura une grande compétition en fait entre les mâles pour l'accès à une femelle. Et comme c'est une espèce qui est polygynandre, c'est-à-dire que la femelle, elle va s'accoupler avec plusieurs mâles, le mâle, il va s'accoupler avec plusieurs femelles. Et donc, du coup, chez ces espèces, biologiquement parlant, la femelle va choisir le meilleur partenaire, en fait. Donc, meilleur partenaire, ça veut dire le plus fort, et en fait, ça fait partie d'une parade. Ils vont former ce qu'on appelle un groupe actif de surface. Okay. Et dans ces groupes actifs-là, il y aura généralement une femelle et plusieurs mâles. Donc le gagnant, on les appelle escortes en fait. Le gagnant, ce sera celui qui aura la place la plus proche de la femelle. Donc pour ça, ça va bastonner dans l'eau. Hein. Ils vont se donner des coups. Et en fait, par rapport à ça, en fait, tous ces comportements-là, ce sont des communications en fait, communications entre plusieurs individus. D'ailleurs, ici, quand on fait des sorties en mer, à partir du moment où on voit une baleine sauter, c'est sûr que dans les minutes qui suivent, il va y avoir une autre qui va sauter un peu plus loin, peut-être à des kilomètres. Hein, et c'est là en fait qu'on se rend compte que c'est un système de communication en fait entre plusieurs baleines. Sur les baleines, on parlait des menaces juste avant. Quelles menaces ont les baleines en ce moment, que ce soit à Sainte-Marie plus concrètement, et ça nous permettra de parler aussi de Cetamada, de ce que vous faites, et de présenter aussi de ce qu'est Cetamada, et de manière plus globale mondialement. Si on parle des menaces sur les baleines, hein, il y a deux choses, donc le changement climatique, le réchauffement climatique et la pollution. Donc ce sont des animaux qui vont passer une partie de leur vie dans les régions polaires. Et donc du coup, tout changement sera impacté parce que leur alimentation de base se trouve dans les zones polaires et ça aura sûrement des impacts dans leur biologie. Après la pollution, hein, parce qu'il y a eu pas forcément les grandes baleines hein, pour l'instant, mais il y a eu des échouages, notamment de cachalots, par exemple, qui est une autre espèce aussi hein, de cétacés, avec des quantités de plastique astronomiques dans leur estomac. Donc voilà, donc tout ce qui est pollution qui est en vogue actuellement hein, et qui devient une lutte mondiale en fait, hein, parce que nous sommes tous concernés. C'est les premières menaces. Après, dans les zones de reproduction, par exemple comme Sainte-Marie, les menaces restent quand même, c'est possible de limiter, parce que notamment ici, par exemple, on a les filets dérivants qui peuvent être. Il y a eu des années où des baleineaux se sont fait prendre par les filets dérivants des pêcheurs, mais après des efforts de sensibilisation, en fait, eux ils savent que actuellement ils peuvent plus mettre leur filet dérivant. En tout cas, c'est 3 mois pendant l'année.
Et après, on a réussi à mettre en place justement les sensibilisations par rapport à ça, parce qu'il y a des retombées économiques derrière par rapport au passage des baleines à bosse. Et voilà, je pense sur à l'échelle île, en tout cas régionale, comme Madagascar. Tu parlais juste avant, juste sur ces menaces-là, avant de passer sur cette Amada. Tu disais qu'il y avait des chasses à la baleine à l'époque et que du coup ça avait été largement limité, même si on sait qu'il y en a encore à d'autres endroits du globe. Oui. À quel point c'est une menace pour les baleines encore mondialement et dans la région? Est-ce qu'il y a ce type de coutume qui existe encore, enfin coutume d'habitude? Oui. Alors, au niveau mondial, en fait, il reste 3 pays qui chassent, mais c'est en très bonne voie. En très bonne voie, parce que l'Islande, par exemple, en 2024, il prévoit d'arrêter les chasses culturelles. En fait, c'est des raisons culturelles. La Norvège, c'est pareil, mais ils font la chasse d'une manière avec des quotas très précis. Voilà. Au niveau et après un dernier pays, c'est le Japon qui pratique encore la chasse commerciale. Actuellement, le Japon chasse encore dans leurs eaux territoriales de manière culturelle. Après, c'est un système qui est quand même très maîtrisé au niveau mondial, parce que avec tous les efforts de conservation de plusieurs ONG, notamment Greenpeace, Sea Shepherd, enfin toutes ces ONG-là qui ont lutté contre ça. En fait, depuis 2014, il y a quand même eu l'arrêt de la chasse scientifique en Antarctique, parce qu'il y avait ça encore. Donc c'est assez récent. 2014, c'était il y a quelques années, mais qui a permis justement d'optimiser la protection et la conservation de ces espèces-là. Donc je pense qu'à l'heure actuelle où on connaît suffisamment, on a pris assez de recul sur le rôle de la baleine dans l'écosystème marin qu'on a parlé tout à l'heure, leur rôle au niveau socio-économique, les pays tendent à aller dans la conservation, en fait. Même les pays qui sont concernés par ça, en fait. On peut prendre l'exemple de l'Islande qui a quand même un système très bien mis en place et qui vont aller vers l'arrêt de cette chasse-là. Après, il y a d'autres espèces qui sont victimes de la chasse culturelle, pas que les baleines. Il y a des dauphins, notamment dans les îles Féroé, qui continuent encore au Japon aussi, dans certaines baies où ils pratiquent encore les chasses culturelles. Mais quand même, d'une manière générale, si on parle de la baleine, on tend vers le positif, en fait, c'est que on tend dans la conservation. Sur Sainte-Marie, plus particulièrement, sur cette Amada, que tu pourras me présenter du coup juste après, quelles sont vos actions sur le terrain, du coup sur l'île, mais également en mer, j'imagine, que vous mettez en place pour faire en sorte de conserver les baleines à bosse et toute cette partie reproduction, baleineaux, etc. Oui, cette Amada, ça fait 10 ans qu'on travaille à Sainte-Marie pour la conservation de la mégafaune marine en général et des habitats marins. Donc on s'intéresse pas uniquement aux baleines, mais ça reste quand même notre espèce pionnière. Donc par rapport à ça, en fait, nous avons choisi 4 grands axes d'action, notamment l'écotourisme. Donc, on essaie de promouvoir justement l'écotourisme durable et responsable. Après l'éducation à l'environnement, il y a eu tout un travail jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à ce que les Saint-Mariens connaissent la baleine à bosse. Ils savent que pendant la période de reproduction, il faut enlever les filets, réduire les pêches qui pourraient être invasives. Et ensuite la partie recherche scientifique qui a permis de mettre Madagascar au plus haut de la recherche. En fait, on publie dans des revues scientifiques et on publie nos efforts, nos travaux de recherche dans les conférences internationales. Et après, la partie la plus importante, c'est des activités communautaires qui permet en fait justement de soutenir la communauté locale sur la vie quotidienne. Sur la partie scientifique, à quel point Sainte-Marie, ce que vous faites ici, c'est pionnier par rapport à d'autres pays, îles proches?
Ouais. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la baleine à bosse fait partie d'une des espèces les plus étudiées au monde. Depuis 50 ans, on s'intéresse à cette espèce-là, leur vocalisation et tout le reste. Et en fait, nous, on a eu la chance, en fait, comme Hawaï, qui est un des pays avec lequel nous avons des chercheurs avec qui on collabore, on fait des échanges, justement. C'est que c'est une zone où il y a des mers baleineaux. Okay. Et en fait, parmi toutes les études qui ont été auparavant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a très peu de choses sur les mers baleineaux. Et en fait, en 2013, nous avons attaqué justement ce sujet-là qui a fait qui a porté les recherches qui ont été réalisées à Madagascar dans une autre dimension, en fait, du coup, par rapport à ça, on s'est aligné par rapport à l'Australie, où il y a aussi des chercheurs qui font à peu près le même travail, et Hawaï. Donc nous sommes assez fiers, parce que on n'a pas forcément les mêmes moyens. Ici, ça va être vraiment les moyens du bord. C'est pas nous n'avons pas des financements astronomiques pour faire des travaux de recherche, mais on arrive quand même à faire avec des collaborations avec des universités en France, des collaborations avec d'autres ONG aussi, pour le partage des données, des connaissances, et nous avons réussi à avancer de manière à ce que on soit au même niveau que des pays comme l'Australie et les États-Unis. C'est les mêmes baleines qui vont de Madagascar à Hawaï, en Australie, ou c'est... Ce sont des baleines différentes. Okay, enfin, c'est la même espèce, mais en fait, la particularité de la baleine à bosse, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, elles sont fidèles à un cycle de reproduction. Donc, il y aura une population, en fait, une sous-population, si on peut dire ça, qui vont migrer vers l'océan Indien. Okay. Après, il y aura les baleines d'Australie qui vont migrer vers l'Australie, et les baleines d'Hawaï, par exemple, s'ils ont un site de reproduction d'Hawaï, qui vont migrer dans cette zone-là. De plus récentes études ont montré, parce qu'en fait, les scientifiques, ils se sont tous, ils ont compris qu'il fallait collaborer. Et notamment, par exemple, chez la baleine à bosse, on arrive en fait à reconnaître un individu en prenant la photo de la nageoire caudale, donc qui est exactement comme notre empreinte digitale. Donc, on peut reconnaître chaque baleine avec la photo de la face interne de la nageoire. Et en fait, chacun travaillait un peu dans son coin, voilà. Mais sauf que depuis, je pense, ces 10 dernières années, on s'est rendu compte que si on partageait les données, ce serait... c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et on a été assez intelligents, Nous, je parle des scientifiques du monde entier. Donc, il y a eu... on a commencé à créer des plateformes, en fait, qui permettaient justement de mettre les photos de tout le monde dedans. Et du coup, nous, on a contribué à ça, parce que nous, chaque année, ici, avec les bateaux touristiques, dans lesquels on met des éco-volontaires qui sont formés, qui vont prendre des photos, des données et tout ça. Et chaque année, nous, on collecte près de 300 photos de ces baleines-là. Et après, il faut les analyser et tout le reste. Donc, nous, on contribue à cette grande base de données mondiale. Et là, par exemple, on a fait un matching avec une baleine en Afrique du Sud. Il y a eu un matching. Matching, c'est quand on reconnaît la même baleine. Il y a eu un matching par rapport au Brésil, par exemple. Donc, on connaît très peu de choses sur les possibles migrations transversales, en fait, qu'ils pourraient faire. On sait du nord au sud, mais on ne le sait pas de d'est en ouest ou le contraire. Donc, je pense que au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette étude-là, on va se rendre compte, en fait, que peut-être qu'il y a des échanges entre les populations et tout le reste. Mais le départ se fait toujours dans l'Antarctique ? De l'Antarctique, okay. Ou voilà. Mais après, on ne sait pas, en fait. C'est possible qu'une baleine, si elle se dit, ok, moi cette année, je veux aller en Afrique du Sud, mais pas à Madagascar. Et après l'Afrique du Sud, je passerai l'Amérique du Sud. Voilà. Ouais. Donc ça, on n'est pas. Mais je pense qu'on va avoir des surprises, parce que on regarde plus, en fait, on s'intéresse plus à ces animaux-là. Donc on sort en mer, on prend des photos, on partage les photos. Donc ça, c'est ce qui est quand même très bien dans tout ce qui est évolution des systèmes digitaux, en fait, qui a permis d'appliquer les mêmes systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, au caudal de baleine. Et donc, on arrive à faire les algorithmes, ils vont calculer, ils vont se dire, ok, cette baleine-là a été observée dans tel pays, dans tel océan. Sur la sensibilisation, t'en parlais tout à l'heure, comment ça s'est passé, cette partie-là ? Cette sensibilisation de la protection de l'écosystème marin, la protection des cétacés et des baleineaux, comment ça s'est passé ?
À la base, c'est très difficile. Donc, quand on est dans un pays comme Madagascar, où la plupart de la population ne sont pas allés à l'école, il a vraiment fallu adapter les connaissances, vulgariser aussi. Et ça, c'est tout un art de pouvoir vulgariser. C'est pas tout le monde qui peut le faire, et c'est vraiment un travail à faire en soi. Et surtout aussi les problèmes de dialecte, parce que les gens parlent d'autres dialectes. Donc, il a vraiment fallu adapter en fait les systèmes de sensibilisation. Donc, il y a eu des descentes dans les villages et après, comme le cas de Sainte-Marie, par exemple, les gens savent déjà qu'il y a des baleines. Après, quelle espèce c'était, quel comportement biologique et tout ça, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Donc, il y a eu des associations qui étaient à Sainte-Marie avant, dans les années 2000, qui ont commencé le travail. Nous, on a commencé à prendre ça en main en tant qu'association malgache en 2009. Et donc, du coup, ça a permis, en fait, de faire des sensibilisations en malgache. Avec les dialectes locaux. Donc on a formé la population locale, les jeunes, les bacheliers, enfin donc on a fait des sessions de formation justement de formateurs pour pouvoir aller faire les sensibilisations. Et ça s'est fait aussi de manière très ludique, avec des chansons, avec des vidéos qui sont beaucoup plus voilà. Une petite anecdote juste par rapport à ça, c'est que Madagascar, c'est un grand pays, donc à la base, c'était juste connu que les baleines étaient à Sainte-Marie. Et moi, par exemple, il y a 10 ans, je savais pas du tout qu'il y avait au final, elles allaient partout à Madagascar, en fait. Et les gens, notamment des Hautes-Terres, qui ont fait des études supérieures, parce que il y a eu cette avancée-là pour les Hautes-Terres, ne sont pas forcément marins. Donc, on ne s'intéresse pas du tout sur ce qu'il y a en mer, quelles espèces on a, enfin, en tout cas, ceux qui ont fait des études supérieures. Donc, c'est assez récent et ça, Setamada peut en être fier par rapport à ça parce que moi, par exemple, je fais partie des premiers étudiants malgaches qui ont été formés sur les cétacés. Et la plus grande victoire de ça, c'est que actuellement sur les biais de 5000 arrières à Madagascar, il y a une nageoire caudale de baleine. Ok, je me suis pas rendu compte. Okay. Okay. Et donc du coup, nous, c'était un peu notre victoire parce que maintenant, en fait, c'est acquis que Madagascar est une île et que, en fait, autour de notre zone maritime, il y a des espèces de baleines qui évoluent. Je pense que les gens ne savent pas encore combien d'espèces il y en a, mais en tout cas, pour la baleine à bosse, c'est acquis. C'est que Madagascar possède ça en tant que patrimoine naturel. Tu parlais juste avant aussi de la sensibilisation. J'imagine, tu me diras si c'est contraire, les Saint-Mariens ont, j'imagine, l'habitude d'aller se nourrir dans la mer, de pêcher, pour ensuite se nourrir au quotidien, nourrir leur famille. Comment ça a été accueilli, ces sujets-là? Est-ce que vous avez abordé ces sujets-là? Et à quel point la pêche peut être aussi néfaste, impacter l'écosystème marin et plus concrètement aussi les cétacés? Oui, en fait, c'est là où c'est important en fait la gestion de la durabilité des activités parce que avec les retombées économiques, ça a permis justement de temporiser tout ça. C'est que en fait, pendant les 3 mois de passage des baleines, l'île tout entière va vivre au rythme des baleines. En fait, il y aura un peu plus de touristes, il y aura plus de fréquences. Nous avons mis en place il y a quelques années avec l'Office de tourisme de Sainte-Marie le Festival des baleines qui était un événement vraiment acquis par la population. Et en fait, ça a permis justement de temporiser entre la pêche parce que Sainte-Marie c'est une île qui va vivre à 90% de la pêche et des activités touristiques. Donc ça a permis de mettre la balance entre les deux activités. Après, par rapport à la pêche, tant qu'en restant dans la pêche traditionnelle, très très peu d'impact. Il y a juste le problème des filets dérivants. Mais en dehors de ça, en fait, les piroguiers, ils sont ravis de voir des baleines. Si vous allez en mer, vous allez voir plusieurs piroguiers. Et en fait, au début, on pensait que ces piroguiers-là, ils vont aller pêcher. En fait, on s'est rendu compte qu'ils sont là et ils observent les baleines. Et c'est là où on s'est dit, ok, le travail a été bien fait. Et après aussi, déjà de base, parce que ça, il faut quand même souligner, c'est que à Sainte-Marie particulièrement, les baleines sont appelées les Anaharibé. Okay. Ça veut dire le grand Dieu.
Donc il y a déjà ce respect en fait de cet animal qui est emblématique et que les Samariens vénèrent comme leur dieu. Sur cette partie-là, plus concrètement, est-ce qu'il y a des dérives à des moments, des personnes qui malheureusement passent un cap qu'ils ne devraient pas passer, ou ça marche, du coup la sensibilisation a été tellement bien faite que ça a fonctionné comme ça. Ouais. Bah en fait oui, il y a eu la sensibilisation, mais avant ça c'était déjà il y avait déjà c'était acquis, hein, mais c'est juste vraiment au niveau de la connaissance de ce qui est. C'était plus, nous on a plus travaillé dans les bonnes pratiques que vraiment les inculquer ça, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a jamais eu de dérive. Il y a eu par contre des cas où une baleine était prisonnière d'un filet et que les Samariens, les piroguiers, sont allés la libérer. Ok. Ouais, donc ça va dans ce sens-là maintenant. C'est génial. Voilà, c'est génial. Par contre, quand il y a des échouages, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les grands dieux, hein, c'est que quand il y a des échouages, c'est un don de Dieu. Donc les gens vont venir et ils vont manger. Ok. Oui. Ils vont consommer la baleine. Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir une meilleure balance entre le tourisme et la pêche, qui fait qu'en fait ça protège par conséquence les cétacés, l'écosystème marin, etc. Sur l'écotourisme, comment on fait pour développer une activité touristique d'observation des baleines de manière durable, sans que ça impacte de manière concrète le baleineau, les mers, etc. Alors, s'il y a une chose où Madagascar peut être fier, c'est justement la mise en place de cet écotourisme baleinier responsable et durable, parce qu'on fait partie des rares pays qui a une loi d'observation des mammifères marins. C'était dans les années 2000, hein, ça a été mis en place par une ONG qui s'appelle Wildlife Conservation Society, en collaboration avec 3 ministères, donc le ministère de la Pêche, le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement. Donc c'est un arrêté interministériel en fait qui régule l'observation en mer des cétacés. Et en fait, grâce à cette loi-là, nous avons surfé un peu sur la vague pour pouvoir justement, on s'est appuyé sur cette loi pour mettre en place cette observation responsable et durable. Et en fait, dans cette loi qui a été vulgarisée en charte, charte qui est respectée par tous les opérateurs de Madagascar, il y a des limitations justement en termes d'observation. On ne peut pas, par exemple, être plus de 3 bateaux sur un groupe de baleines. Okay. S'il y a un 4e bateau qui arrive, il faudra attendre. Donc c'est tout ça qui est formé. Hein. Les guides sont formés, les pilotes de bateaux sont formés chaque année. Et par rapport à ça, Cetamada a été mandaté par le ministère du Tourisme pour faire cette formation chaque année. Et en fait, donc du coup, cette observation-là permet justement de rendre l'activité durable. Si par exemple il y a des mères baleineaux, les petits qui viennent juste de naître, il y a une durée d'observation de 30 minutes et on ne peut les observer qu'à 200 mètres de distance. Donc franchement, ça a permis justement de mettre en place un système et c'est la chance d'avoir une loi en fait, c'est que quand c'est une loi, il n'y a pas de discussion, il faut le respecter et d'ailleurs les autres pays de la zone du sud-ouest de l'océan Indien, notamment la Réunion, Mayotte, ont un peu calqué ce modèle-là pour justement mettre en place une observation responsable et durable. Quand tu dis observation responsable et durable, avec cette limite par exemple de 200 mètres, 3 bateaux uniquement autour de ces groupes, j'imagine aussi que ça doit aussi avoir un impact, mais comment est-ce qu'on s'est rendu compte de ces limites-là? Comment est-ce que ça a été défini? Oui, à la base en fait il y a eu c'était des études dans la baie d'Antangile, il y avait des scientifiques qui avaient mis en place ça. Ils ont commencé à mettre en place ça dans les années 80, c'était en 95 et il a fallu 5 bonnes années pour pouvoir justement délimiter les observations et en fait ça a été décrit par rapport au comportement, par rapport à la présence d'un baleineau et après les distances à laquelle on pouvait les observer. Après, au niveau, je pense, de la durée d'observation, c'était vraiment
voilà, 30 minutes, c'est le maximum qu'on peut faire au niveau des perturbations sonores, des perturbations comportementales qu'on pouvait avoir sur ces animaux. Il y a eu aussi des concertations par rapport à d'autres pays qui ont fait des observations bien avant nous, notamment Hawaï, où ils observent ça depuis les années 90 également. Donc c'est la combinaison de plusieurs observations, délimitations avec d'autres pays. Et dans les autres pays, si on sort de Madagascar, tu nous as parlé de la Réunion, Mayotte, qui se calque aux lois que Madagascar a pu mettre en place. Est-ce qu'il y a des pays où c'est où il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de... Après, la première chose, donc ça, c'est une des choses la plus importantes que j'ai oublié de mentionner, c'est que déjà, à Madagascar, la nage est interdite. Ok. On ne peut pas nager avec les mammifères marins. Ok. Et c'est dans cette loi également. Et notamment, par exemple, si on prend un pays comme la Réunion et qui nagent avec les cétacés. Et en fait, le problème, c'est que c'est très difficile de mettre en place des codes d'approche tout en nageant avec les cétacés, parce que pour pouvoir nager avec une baleine, il faut être à côté de la baleine, très proche de la baleine, parce qu'il faut arrêter le bateau, mettre les gens, voilà. Après, il y a des observateurs qui le font, qui font ça dans les règles de l'art, mais après, pour s'assurer que tout le monde fasse pareil, c'est très compliqué. Et d'où justement la chance d'avoir cette loi pour permettre de réglementer cette observation. Mais sauf que si on pratique la nage, c'est quasi impossible de faire une réglementation qui sera acceptée, parce que même là, avec une réglementation, avec des distances à respecter et tout le reste, c'est jamais garanti que ça va être respecté, mais ça permet en tout cas de limiter. La personne, elle sait qu'elle ne peut pas être sur la baleine. Quand la nage proche de la baleine, etc., ça stresse la baleine? On a l'impression que c'est énorme et nous, un tout petit homme... En fait, les recherches, il y a eu certaines publications qui en parlaient, mais je pense que la recherche scientifique n'est pas assez poussée pour justement voir le degré de stress que ça peut engendrer, notamment auprès de la baleine. Après, il y a eu des études sur les dauphins, donc ça va vraiment dépendre des individus. En fait, ça reste des animaux sauvages. Un individu peut se comporter d'une autre manière et d'autres pas. Enfin, voilà. Donc, les études ne sont pas aussi poussées pour pouvoir vraiment définir à quel point, en fait, ça stresse l'animal ou pas, les observations de la nage. Et ça dépend aussi de la manière dont c'est fait. Il y a des mères baleineaux qui vont accepter, dans certains pays qui pratiquent la nage, ils vont accepter d'être observés avec des observateurs qui seront silencieux à la surface de l'eau. Mais après, en termes de sécurité, c'est plus pour nous. Ouais. C'est plus pour nous, parce que on parle d'un baleineau qui vient de naître, qui va mesurer 4 mètres et qui va peser 1 tonne. Un grand petit bébé, c'est ce que je dis toujours. Et après, une mère qui va mesurer entre les 12 et 14 mètres et 40 tonnes. Donc, oui, faut faire attention. Faut faire attention. Tu parlais aussi de la partie communautaire, qui était pour toi la partie centrale du projet de CETAMADA, et de l'impact que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir avoir cette protection de l'écosystème marin? Ouais. En fait, nous, on s'est vite rendu compte au début de toutes les actions qu'on a menées que la communauté a une place essentielle. Et pour ça, en fait, on a déployé énormément d'efforts, parce qu'on a compris que si on voulait conserver l'habitat marin, il fallait impliquer la communauté et il fallait surtout s'assurer qu'il y ait des alternatives afin de justement pallier à toutes les menaces qui peuvent impacter le système, l'écosystème marin. Si on parle de Sainte-Marie, par exemple, cette île paradisiaque entourée de lagons, de récifs coralliens et tout le reste, donc il y a certaines pratiques de pêche qui sont destructives, et notamment les femmes tous les soirs, par exemple, elles vont, c'est un peu le rituel culturel, elles vont aller pêcher, donc marcher sur le lagon, et elles vont papoter, discuter, voilà, c'est un peu leur passe-temps de la journée. Elles vont sortir leur filet, et c'est très sympathique de voir ça, mais à force, en fait, ça reste quand même assez destructif au niveau de l'habitat marin, qui est déjà fragilisé par le réchauffement climatique, les blanchissements des coraux et tout ça.
Et donc du coup, par rapport à ça, donc nous, on a essayé de développer justement des activités alternatives pour que cette population-là s'intéresse à autre chose, qui sont d'autant plus. Voilà, on s'est rendu compte ici à Sainte-Marie que ils avaient de l'or dans les mains, ils pouvaient tailler une baleine en bois en une demi-journée, ils l'ont fini. Vous pouvez faire l'essai là juste à côté, en face du village à côté. Un bout de bois. Top chrono. Et en fait, on s'est dit, ok, il y a vraiment du potentiel. Et nous avons créé en 2015 en fait un centre communautaire de formation et de santé pour la communauté locale de Sainte-Marie. Donc dans ce centre-là, on donne des formations en artisanat, en agriculture. Ça c'est une grande histoire parce que toute la côte est de Madagascar, ce sont des pêcheurs et des cueilleurs. La haute terre, ce sont des agriculteurs. Donc, la population de l'Est, l'agriculture, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été d'autres ONG travaillent sur ça aussi. On peut pas prétendre que c'est nous qui avons fait ça, mais en tout cas, on a appuyé cette partie-là justement pour pouvoir changer, mais pas changer, évoluer dans un autre comportement, en fait, préserver le milieu marin. Et donc ce centre-là assure ça en fait, notamment l'apiculture, d'autres activités, agriculture, artisanat. On a aussi fait des clubs de théâtre pour les enfants justement et pour discuter de toutes ces problématiques liées à l'environnement marin, la conservation de la mangrove, les récifs coralliens. Voilà, donc il y a tout un système qui a été mis en place justement pour pouvoir faciliter l'éducation à l'environnement, l'éducation à la nutrition, à changer de comportement. Sur la nutrition, il y a eu quand même cette évolution de la pêche à aussi plus d'agriculture et donc plus de consommation végétale. Oui. Comment ça s'est passé? Ah, c'est pas encore gagné. Ouais. C'est pas encore gagné parce que c'est pas du tout, c'est un travail de longue haleine en fait et on mise justement sur la nouvelle génération pour ça. Donc nous on va plus faire des ateliers au niveau des écoles pour reconnaître les légumes, voilà, faire des petits ateliers de cuisine avec parce que le reste c'est compliqué quand on parle des adultes entre guillemets qui ont au-delà de 50 ans par exemple, c'est très compliqué. Et de toute manière, par exemple, voilà, il y a quand même une obligation parce que les ressources ne sont pas infinies. Donc ça, on le sait tous. Donc ils comprennent parce que avant ils pêchaient à 2 kilomètres de la côte. Maintenant, ils sont obligés d'aller à 10 kilomètres, voire très loin. Quand on voit les pirogues en pleine mer, ça fait peur. Mais ils se rendent compte aussi qu'ils doivent aller de plus en plus loin. Donc ça a facilité, c'est je peux pas employer exactement ce mot parce que c'est jamais facile, mais ça a permis en fait d'améliorer cette partie-là. Oui, d'aller comprendre qu'on n'a pas le choix aussi d'aller changer nos habitudes pour s'adapter. Exactement. Sur la partie pollution, t'en parlais au tout début, notre échange. Comment ça se passe à Sainte-Marie particulièrement sur cette partie-là? Est-ce que vous avez mis en place des actions? Et quels sont les impacts que ça peut avoir? Oui, en fait nous depuis 2017 on s'est intéressé à la pollution marine justement parce que voilà, on a fait un grand projet qui a été soutenu par la WAIOMSA sur l'évaluation des déchets marins. Donc c'était une première étude justement sur la caractérisation de ces déchets sur les côtes. Et en fait pour ça on a fait des études sur les plages qui sont habitées et sur les plages qui sont non habitées. L'objectif, c'était de voir les quantités de déchets marins qui provenaient des villages et aussi les apports maritimes parce que comme on sait, les déchets marins, ça circule partout dans le monde. Donc, ce qui a été intéressant en fait dans ce travail, c'est qu'on s'est rendu compte que sur toute la côte est de l'île, on récupère tous les déchets qui viennent d'Indonésie, de la Malaisie, et c'est des kilos et des kilos chaque année. Et en fait, cette étude-là a permis de justement catégoriser ces types de déchets, de évaluer la quantité. Donc, on travaillait sur on faisait des échantillonnages sur 300 mètres de plage, et en fait, sur 300 mètres, on pouvait récupérer jusqu'à 100 kilos de déchets, tout confondus. On parle de plastique dur, plastique mou. Des mousses, des métaux, voilà. Donc il y a différents types.
Et après, on s'est rendu compte aussi que qu'en fait, sur les parties qui sont habitées, les plages qui sont habitées, il y a beaucoup plus d'apports humains. Plus des marques locales. Ouais. Voilà, on va avoir des marques d'eau vive, de Coca-Cola et tout ça. Donc, ce qui était quand même pas mal, c'est que nous, on s'est approché de ces producteurs pour vraiment voir au niveau de la chaîne. Et on peut être fiers de ça aussi ici à Sainte-Marie parce que nous avons justement mis en place des projets déjà à la base avec la Fondation Coca-Cola, qui après nous les avons sollicités, nous avons écouté tout ce qu'on voit ici. Ça vient des bouchons de Coca-Cola et tout le reste. Donc, le premier travail qui a été fait, c'était de mettre, il y a un bac à collecte actuellement à l'Office du tourisme de Sainte-Marie, où les touristes, parce que à la base, en fait, on s'est rendu compte aussi que c'est vraiment un apport touristique. Parce que la communauté locale, par exemple, ils ne vont pas boire l'eau dans les bouteilles d'eau. Ils vont consommer l'eau locale, l'eau bouillie, voilà. Et en fait, donc ça a permis de collecter justement les bouteilles en plastique et une collaboration avec les hôteliers. En fait, on collecte les bouteilles en plastique et qui sont transportées à Tamatave vers notre société qui s'appelle Adonis. Et eux, en fait, ils vont faire le recyclage de ces plastiques-là. Et en fait, grâce à la collaboration avec l'entreprise Star Madagascar, qui font les boissons qu'on appelle hygiéniques ici, grâce à ça, à eux en fait, et Total aussi qui ont financé des fûts et on a mis en place auprès des villages des bacs à collecte de tri des déchets. Mais avant ça, on a fait un grand travail de sensibilisation au niveau des villages, en fait, pour apprendre justement à faire les tris auxquels on classe. Et en fait, on a créé des trous pour qu'ils puissent composter justement les déchets biologiques, parce que majoritairement, ça reste quand même des déchets biologiques. Hein. Et après, toute la partie carton, emballage, plastique mou, qui sont, on n'est pas capable de les recycler. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas encore de solution pour cette partie-là. Pour les plastiques durs, type bouteille, on a une solution. Les déchets en verre, ça, c'est rapatrié vers le centre Anzaranay et les artisans, en fait, les jeunes, ils vont faire des décorations et tout ça. Là où, en fait, tout ce système qui a été mis en place, où il est fragile, c'est que tout est dépendant des activités touristiques. Parce que tout ce qu'on a essayé de mettre en place, que ce soit en termes d'agriculture, artisanat, tout ça, c'est que oui, la population va produire, vont produire des produits artisanaux. L'agriculture, les paysans, enfin les agriculteurs, quand ils vont produire, ça va aller dans les hôtels, ça va être consommé au niveau local. Mais s'il n'y a pas l'apport touristique, tout ça, en fait, toute cette petite économie qui a été mise en place est très fragile. Donc ouais, dépendant des touristes, mais aussi en danger à cause des touristes si les touristes vont pas dans les bonnes règles du jeu. Exactement. Donc c'est vraiment là où on voit l'interdépendance de tout ça en fait. C'est que l'apport économique, mais aussi la conservation et justement c'est ce qui fait la particularité, c'est que les touristes en fait en arrivant là, ils seront sensibilisés auprès des hôtels, ils vont voir tous les bacs à collecte, ils vont comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et d'une manière générale, ça reste quand même les touristes qui viennent à Sainte-Marie, d'une manière générale, sont des touristes qui aiment la nature, parce qu'on vient pas dans un endroit où il pleut et où tout est vert si on n'aime pas la nature. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut que c'est une des composantes, bien entendu, pour venir à Sainte-Marie. Et bien sûr, le soleil, hein. Faut pas croire qu'il pleut. Il pleut pas tout le temps, tout le temps. Là, il fait beau actuellement, donc, il pleuvait il y a quelques minutes, mais il fait beau actuellement, donc ça va. Je voulais terminer par les 3 questions de fin, Anzar. Donc je t'avais parlé bien entendu en amont de l'échange, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager aux auditeurs et auditrices. Oui, un contenu, moi je vais pas parler d'un contenu qui m'a marqué récemment, mais plutôt il y a très longtemps. Il y a une chanson, parce que moi j'ai pas été élevée dans une famille qui aime la nature. Moi j'ai grandi dans une famille lambda malgache, mais une chanson qui m'a touchée, qui a fait que je suis devenue la femme que je suis maintenant, qui protège l'environnement et la biodiversité, c'est une chanson de Michael Jackson. À l'époque j'étais petite, je devais avoir 8 ans et en fait, quand je voyais dans ce clip les éléphants qui mouraient, je sais pas si vous avez la chanson en tête, mais cette chanson-là a changé ma vie. Est-ce que tu as un contenu, une action pour agir dès demain dans le bon sens? Alors, une action, moi je dirais Sea Shepherd.
je suis une grande fan de cette association parce que ce sont des activistes et c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Et je suis vraiment ravie qu'il y ait des personnes qui font ça et qui vont droit au but et qui font quelque chose pour changer le monde là où ça va pas, là où on n'oserait pas dire les choses en fait. Et c'est très bien que voilà, il faut de tout pour faire un monde et qu'il y ait ce type d'activité, ce type de personnes qui sont dévouées justement à la conservation de la nature. C'est pas forcément accepté par tout le monde, hein, parce que ça peut être qualifié d'extrême, mais je trouve que ce sont des actions qui sont bénéfiques pour la planète et c'est le plus important. Allez bien les suivre. Sea Shepherd, très important. J'avais interviewé Lamia et Semlali il y a 1 an maintenant. Oui. Et en effet, c'est incroyable ce qu'ils font. Exactement. Et leur action, que ça soit contre la piraterie en Afrique ou contre le braconnage, voilà. Et plus globalement aussi sur l'arrêt de la pêche intensive, qui est aussi très important. C'est ça. Très important d'aller les suivre et d'aller les soutenir et les encourager, les partager au quotidien pour se rendre compte à quel point ça a un impact. À quel point ça a un impact et notamment pour les pays comme Madagascar par exemple qui n'a pas les moyens et heureusement qu'il y a ce genre d'action dans l'océan Indien ou ailleurs, hein, parce que ça permet justement de conserver les espèces, mais une autre type de conservation, mais qui est d'autant plus, je pense pour moi, dans la balance, on est équilibré par rapport à d'autres approches de conservation. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast ? Ah oui, je pense à une très grande amie à moi, Vatusur Akutunjazaf, qui est pour moi en fait qui est aussi une pionnière dans la conservation des ressources marines à Madagascar. Une jeune femme qui travaille avec les communautés de pêcheurs. Okay. Depuis plusieurs années et qui a réussi à mettre en place le plus grand réseau des petits pêcheurs à Madagascar et je pense que ces actions sont complémentaires par rapport à ce qu'on fait au niveau de la conservation de la mégafaune marine, mais là c'est plus vraiment à l'échelle des petits pêcheurs, à l'échelle côtière, donc c'est une personne importante dans la conservation de la ressource marine à Madagascar. Si on souhaite vous retrouver, cet Amada, toi, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que les auditeurs, auditrices peuvent vous contacter ou retrouver cet Amada ? Oui, déjà, on a un site web, www.cetamada.org. Donc, si vous tapez juste Cetamada, vous allez voir apparaître plein de choses, les baleines, Sainte-Marie, les échouages, la recherche scientifique, la communauté, enfin, tout ça. Donc, c'est assez facile, de taper juste sur Internet. Et sinon, je suis joignable aussi sur mes réseaux sociaux, et par email, évidemment. Tous nos contacts sont dans notre site internet. Parfait. Merci beaucoup. Merci Anzar pour ton temps. C'était un grand plaisir. Moi aussi. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.